Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ou d'être reçu à Paris dans ces locaux à Montmartre, une femme qui bouscule les codes de la formation et de l'apprentissage en entreprise, Béatrice Guerrara, qui est la cofondatrice et la Chief Learning Officer de Kokoroe, une plateforme EdTech qui réinvente la formation avec des formats courts, des formats engageants et ancrés dans les réalités de demain. Alors Béatrice, tu es diplômée de Sciences Po et de Dauphine. Ça impressionne tout ça, moi. Ah, c'est sympa. Tu as été reconnue parmi les femmes les plus inspirantes de la tech en France et tu figures dans le prestigieux palmarès French Women 40. Avec Kokoroe, tu formes des collaborateurs de tes clients, des collaboratrices de tes clients aux compétences du futur, créativité, leadership, IA, tout en rendant l'apprentissage aussi captivant qu'un épisode de Netflix. Tu es également, comme moi, un hôte d'un podcast qui s'appelle Hacking HR, où tu explores les nouvelles frontières du learning et du développement des talents. Je mettrai d'ailleurs tous les liens vers ton podcast dans le résumé de l'épisode. Préparez-vous en tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, à découvrir une vision inspirante, des idées concrètes, un regard sans filtre sur le digital learning. Béatrice, bienvenue sur le podcast. Merci Florent, mais quel teasing. Je ne vais pas oser dire un mot après tout ce que tu viens de me dire. Il va falloir quand même. Ok, on va si je parle tout seul, ça ne va pas être drôle. En tout cas, merci, bienvenue. Merci de m'accueillir dans tes locaux. Ils sont tout frais. Ça fait 1 an qu'on a à peine emménagé, tu vois. Ouais, ils sont chouettes. Hein. Merci. Ouais. Merci. On fera quelques petites photos pour la postérité après, mais franchement, ils sont top. Ils sont trop bien situés. Le quartier est tellement vivant ici. Le quartier est top. On est né en fait juste à côté dans le sentier, qu'on appelle souvent le Silicon Sentier. Et en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis là et j'adore. Tu es en plein cœur de Paris, il y a la frénésie des startups, il y a plein de petits restaurateurs, tu manges bien le midi. Enfin, je bougerais pour rien au monde. Si tu gagnes de l'argent, tu peux tout dépenser à Drouot à côté. Voilà, il y a les enchères pas loin. C'est pas très Station F, mais c'est sympa. Ouais, c'est différent. C'est un autre quartier, Station F, mais qui est aussi top. Alors, avant toute chose, Béatrice, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors, j'ai dit que tu étais diplômée de 2 belles écoles françaises. Mais c'est intéressant de savoir aussi qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à cofonder et avec qui Kokoroe. Oui, bien sûr. Alors du coup, j'étais un profil, j'aimais beaucoup l'école, donc j'aimais beaucoup l'histoire, j'étais très littéraire à la base. Alors je viens historiquement d'une famille de banquiers, puisque ma mère, mon père, mon frère sont en banque. Donc il y avait un vrai atavisme familial, tu vois. Pour moi, il fallait à un moment, tôt ou tard, rentrer un peu dans les ordres, tu vois. Et donc je savais que je commencerais ma première vie en banque. Et ce fut le cas, tu vois. J'ai commencé mon début de carrière justement après Sciences Po et Dauphine au sein de BNP Paribas. Très belle expérience, tu vois, pendant 4-5 ans. J'ai touché un peu à tout, tu vois, à la fois la banque de financement d'entreprise, un petit peu du consulting pour des comex, et puis ensuite, j'ai commencé à toucher au digital. Et là, c'était vraiment, tu vois, à l'aune des 30 ans. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'adorais ces dimensions transformation digitale, l'innovation. C'était le début des... Alors, je parle comme une vétérane de guerre. Là, tu sais, sur la scène de la French Tech, on commençait justement à parler de la French Tech. Il n'y avait pas encore France Digital. Tu avais des premiers incubateurs comme The Family qui se lançaient. Et tu avais cette ébullition. Et à ce moment-là, tu vois, mes 2 amies d'enfance, qui sont les jumelles Raphaël et Élise, on se retrouvait tous les 3, tu vois, comme d'habitude, et on refaisait le monde. Et chacune, on avait nos boulots qui étaient chouettes. Tu vois, Élise était avocate, Raph était dans le conseil. Et on avait une espèce de conscience, tu vois, qu'à 30 ans, on n'avait pas encore d'enfants, de crédit, une certaine liberté. Parce que tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un luxe. Tout le monde ne peut pas se lancer et prendre ce genre de risque. Que c'était vraiment le moment, tu vois. Et donc, on a saisi cette toute petite fenêtre de tir pour se dire, OK, go. Et pour nous, quitte à prendre des risques, il fallait que ce soit pour un projet, tu vois, qui fasse du sens, qui ait de l'impact. Et l'éducation, c'était quelque chose d'assez naturel pour nous, tu vois. Raph et Élise étaient petites filles de professeurs.
Moi, j'avais eu la chance d'enseigner à Dauphine et c'était une matière première qui nous intéressait, tu vois. Et on est convaincus, et on l'est toujours aujourd'hui, tu vois, que tu peux, en apprenant, te formant, changer de vie, te réinventer, trouver un boulot, t'insérer dans la société. Et je trouve qu'encore plus aujourd'hui, au moment où en France, on a une vraie fracture sociale, enfin, l'éducation a un rôle sacré. Et donc, on a commencé, tu vois, à 30 ans. C'était un peu fou. Parce que rétrospectivement, je pense qu'il faut être inconscient quand tu lances ta boîte. Tu vois, vaut mieux ne pas savoir ce qui t'attend. On n'avait aucune expérience, pas de réseau. Vous n'êtes pas spécialiste du learning avant de vous lancer dans vos entreprises respectives? Absolument pas. Okay. Je savais lire des bilans, mais je ne savais pas faire un plan pédagogique, pas du tout, tu vois. Mais parfois, le fait d'être un barbare, un peu loin, tu vois, du sujet, ça peut te permettre juste de l'aborder d'un angle différent, tu vois, avec une grille de lecture, peut-être moins de tabous aussi, tu vois. Et je pense que quand on est arrivé dans cet univers, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut proposer un peu de différent? Quels risques on peut prendre? Et du coup, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. C'était un peu la folie. Et petit à petit, on a commencé à faire un premier PowerPoint. On a intégré la première promotion de l'incubateur de Microsoft Venture. On a fait une première levée de fonds et puis ça y est, l'histoire a démarré. Hein. Ok. Et donc, vous lancez Kokoroe. Exactement. Alors, pourquoi ce nom et qu'est-ce que vous faites concrètement chez Kokoroe? Alors déjà, bravo parce que tu le prononces très bien. Ah, ok, ça tu va. vois et que parfois, j'ai le droit à Cocorico et je suis là, non, Kokoroe. Écoute, on voulait pas quelque chose qui fasse référence à des mots skills, learn. C'est vrai que c'est omniprésent. Dès que tu es dans le learning, il y a forcément un mot édu, quelque chose comme ça. Et moi, j'aime beaucoup les cultures asiatiques. Et Kokoroe en japonais, ça veut dire apprendre avec le cœur. Et j'aimais beaucoup cette dimension de l'émotion parce que c'est quelque chose qui peut être vite absent quand tu te dis tiens, je vais faire de la formation ou quelque chose un peu d'académique, de sérieux, de rassurant. Alors qu'en réalité, dès lors que tu joues un peu sur l'émotion, bah, tu ressens du plaisir, tu as un meilleur ancrage, tu t'en souviens mieux et tu connectes et tu arrives à mieux engager. Ok. Alors, le digital learning aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser que c'est indispensable dans les entreprises. Où est-ce qu'on en est du marché du digital learning en France? Est-ce que réellement tout le monde a franchi le cap? Toutes les entreprises ont franchi le cap? Ou est-ce que c'est encore plutôt le privilège des grands groupes? Comment est-ce que toi tu vois ça aujourd'hui? Alors vraiment, depuis le Covid, il y a eu quand même un énorme basculement, Ouais. alors qui a été imposé, tu vois, qui n'a pas été forcément choisi. Il a été subi par beaucoup de boîtes, que ce soit des grands groupes qui ont eu tout d'un coup l'obligation, tu vois, de former leurs collaborateurs à distance, que ce soit parfois des universités pour la continuité pédagogique. Tout le monde n'a pas eu d'autre choix que de prendre le pli. Donc cette espèce d'euphorie, pour moi, elle est assez passée. C'était un peu la période, tu vois, que je qualifierais de spray and pray, tu vois, le moment où tu vas inonder tes collaborateurs de milliers de formations et puis tu pries pour qu'il y en ait une qui marche dans le tas. On revient aujourd'hui quand même à une période, moi je trouve, de plus de rationalité. Et tu vois, que ce soit dans des TPE, PME qui vont se former sur notre plateforme ou des grands groupes qui vont prendre des formations comme ça sur étagère, on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie recherche de impact, tu vois. Alors que dans les débuts, c'était peut-être un peu cette phase d'euphorie débutante où c'était open bar. Aujourd'hui, non, on est dans une ère, moi je trouve, de la rationalité. On est attentif aux KPI, bien sûr, tu vois, de complétion d'une formation, de nombre de vues, mais on cherche aussi à comprendre quel est l'impact et quel est le changement sur les pratiques. Et quels sont vos principes pédagogiques? Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que vous construisez aujourd'hui les formations que les collaborateurs de vos clients utilisent? Est-ce que c'est du 100% sur mesure? Je suis client et Kokoroe va faire ma formation? Ou est-ce qu'à contrario, vous allez sur des sujets et ensuite vous essayez de le vendre à de plus en plus de clients possible? C'est une très bonne question. Nous, on est vraiment dans une approche très étagère, c'est-à-dire que Ouais. tu vois, on va construire des formations qui sont génériques et accessibles pour tout type d'entreprise. À la marge, on peut faire du sur-mesure, mais le cœur de notre métier, ce sont des formations qui sont du coup pour tous. tu Ok. vois. La première étape, ça va être de détecter les bons sujets. Et là, tu es un peu dans la peau, tu vois, d'un chef éditorial, tu vois, qui va analyser les tendances. Nous, on va analyser toutes les datas du marché. Ça peut être des requêtes SEO, ça peut être des Google Trends, et ça va être surtout des panels auprès de mes acheteurs pour écouter leurs tendances, tu vois, tous les 3 mois. Et ça nous permet de bâtir la première étape qui est la roadmap pédagogique. Moi, mon enjeu dans ma roadmap pédagogique, c'est qu'il y a un très bon market fit et que quand j'engage des frais de financement d'une formation, derrière, elle soit achetée par X clients, pour parler en termes business. Donc ça, c'est la première étape et on le ressent de plus en plus. Les formations doivent être en écho à l'actualité. Tiens, j'ai un sujet en ce moment sur les puces microprocesseurs parce que tout le monde me parle de NVIDIA. Il va falloir former sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Ok. Tu vois. Donc il y a ces besoins d'avoir, tu vois, des
Première étape, des formations qui répondent vraiment aux besoins du marché. Et une fois du coup que la roadmap est validée, on passe en phase de production. Nous, on a fait un choix assez structurant dans les débuts, qui était de se dire qu'on aurait notre équipe d'ingénieurs pédagogiques en interne, tu vois. Et ça, c'est un parti pris que j'ai jamais regretté, parce que ça nous permet, tu vois, de maîtriser la secret sauce, tu vois, les ingrédients qui vont bien, de l'ajuster, parce que dans les débuts, qu'on a commencé il y a 5 ans vraiment à faire de la formation à grande échelle, il fallait tâtonner, voir ce qui fonctionnait. Et aujourd'hui, tu vois, on a une architecture qui fonctionne très bien, avec des taux, tu vois, de complétion selon les sujets entre 70 et 80%. Et c'est basé sur quelques ingrédients clés, le fait d'avoir des modalités très différentes. Je ne crois pas au 100% vidéo, il faut mixer, il faut de l'infographie, du micro-doing, des petits quiz, tu vois. Je crois vraiment au format court, parce que c'est sur mon marché qui est vraiment celui de l'upskilling. Je reconvertis personne, moi je t'aide à rester à niveau. Oui, tu ne formes pas à un nouveau métier. Non, D'accord. je te dis pas t'es comptable, tu deviens data scientist, Okay. T'es en poste. Par contre, c'est essentiel pour toi de savoir que demain, les IA génératives arrivent, il faut que tu saches les utiliser. Il faut que demain, tu puisses apprendre à mieux gérer tes émotions dans le cadre d'un conflit au travail. Je te forme aussi. Je te passe les bases et fondamentaux et des choses qui sont rapidement transposables dans ton quotidien. Et donc, ces formats micro-learning, c'est des formats qui font 15-20 minutes que tu dois pouvoir écouter entre 2 réunions, sur le chemin au travail, et te dire ça s'insère facilement, tu vois, dans ma journée. Et ça, je pense que pour moi, c'est un ingrédient clé. C'est vraiment le fait de se dire, OK, c'est pas une corvée, c'est assez digeste pour que je puisse créer un petit rituel, comme aller à la salle de sport, tu vois, chaque semaine. Bah tiens, je vais me faire mon rendez-vous Kokoroé chaque semaine, quoi. Ok. Par contre, sur les expertises, les sujets sur lesquels vous formez, là, tu utilises des compétences externes, parce que tu parlais par exemple des puces. Vous n'êtes pas un expert puce NVIDIA dans la salle. Donc là, j'imagine que vous faites appel à des experts qui vont vous donner aussi toute la matière. Et après, par contre, la pédagogie, la manière de le rendre accessible à un non-expert, peut-être, c'est là où vous allez intervenir. Tout à fait. On est très légitime, tu vois, sur tous les sujets soft skills qu'on a vraiment internalisés, mais dès lors que, comme tu dis, on est sur des sujets tech très pointus. Tu vois, là, par exemple, on creuse beaucoup en ce moment tous les sujets d'IA générative. Bon, dès que tu rentres un peu dans la complexité de qu'est-ce qu'un LLM, vaut mieux avoir un expert avec toi. Et là, on va aller voir les mines télécom, un Microsoft, et on va leur dire, OK, est-ce que vous pouvez nous aider? On construit quelque chose ensemble, j'ai besoin d'un expert, tu vois. Dès lors que c'est très technique ou que c'est des sujets sensibles, je te prends le cas, par exemple, du handicap. Ouais. On a fait toute une série de formations qui ont cartonné sur le handicap et comment accueillir un collaborateur qui a un handicap auditif, moteur, TDAH ou autre. C'est des sujets qui sont très sensibles. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Là, on va prendre un expert. Tu vois. Donc, technicité ou sensibilité, hop, on prend un expert sur ces sujets. Qui va vous accompagner ou qui peut-être peut réécouter ou relire avant qui va mise en prod, j'imagine. Qui va nous accompagner vraiment sur le fond du sujet. Tu vois. Nous, derrière, on est expert digital learning et on prend ce content et on va le créer une architecture, mais il vient apporter le contenu. Tu vois. Ok. Je t'emmène dans les coulisses, là. Non, mais tu me dis si t'as mal à la tête. Hein. Non, c'est bon, ça va aller. Mais et quel conseil, moi j'aimerais, tu vois, je suis DRH, c'est le public qui m'écoute. Quel conseil tu me donnerais pour optimiser l'impact des formations digitales sur mes équipes? Parce que vous formez au digital learning, néanmoins les formations classiques, présentielles, qui durent 1 journée, 2 journées, 3 journées, ça existe toujours. C'est pas mort. Donc, quelle est votre place, en fait, et quel conseil tu me donnerais pour optimiser effectivement l'efficacité auprès de mes collaborateurs, par exemple, RH, par exemple, sur une formation liée au handicap? Bien sûr. Il y a vraiment 2 choses. Un, avoir une approche hybride, c'est fini le 100% digital, le 100% présentiel. Souvent, tu vois, le micro-learning est utilisé en amont d'une formation en présentiel pour t'assurer qu'il n'y ait pas de no-show. Ça coûte très cher des gens qui ne viennent pas à des formations en présentiel. Donc, tu vas leur dire avant la formation, by the way, venez vous former, faites un petit module sympa. Comme ça, vous arrivez à la formation, vous avez déjà un socle commun et on vient en discuter. Donc, tu engages tes apprenants avant même qu'ils soient arrivés en formation. Première étape. Et ensuite, une fois que ta formation s'est déroulée, en aval, tu viens délivrer du micro-learning en ancrage. Parce qu'il y a un vrai sujet, il y a la déperdition de savoir, tu le sais, lorsque tu as acquis un savoir, 48 heures, puis 72 heures après, tu commences déjà à perdre, il y a une courbe de l'oubli. Et ben, le micro-learning s'insère très bien comme ça. Tu vois, donc vraiment au format hybride. Et deuxième conseil que je donnerais pour engager, il y a un vrai sujet finalement de marketing de la formation, tu vois, qui commence à être de plus en plus sur le devant de la scène. Et il ne faut pas avoir de tabou, tu vois, à marketer sa formation comme un espèce de gros blockbuster de l'été, en utilisant des visuels punchy, en créant des thématiques
Rien que sur l'an passé, j'ai vu plein de formules super sympas sur le thème des Jeux Olympiques, de la santé mentale, de la compliance ou autre. En fait, il faut savoir prendre des grands momentum de l'actualité pour les raccrocher à vos enjeux de formation. Ça peut être des journées de la femme, on va former sur tel ou tel sujet. Mais j'avais par exemple, j'ai en tête le groupe Renault, j'ai trouvé ça génial. Patrick Benamar, qui est le VP Learning, par exemple, à l'occasion du rapport annuel, de publication du rapport annuel Renault, il va me dire ok, voilà le rapport annuel, mais venez vous former à la compta. Voilà, apprenez à décoder. Le logique, c'est juste faire des liens finalement, tu vois, entre des grands momentum, soit corporate, soit grand public, et te dire surfer sur un storytelling, des événements et marketer, quoi. Faut penser comme un marketeur. D'accord. Donc, c'est des formations qui peuvent être donc qui durent 20 minutes à peu près en moyenne, c'est ce que tu dis. Et la somme de ces formations sur un thème, c'est pas forcément très long. Non, du tout, tu vois. Une formation dure 20 minutes et globalement, quand on prend un grand thème comme par exemple, je sais pas, les premiers pas du leadership, ça va être un parcours de 2 heures, fractionné en série de 20 e-learning, tu vois. Ok. Ouais, est-ce que tu vois, moi je faisais l'analogie avec des MOOC par exemple, qui durent des fois un temps long, ça, c'est 2-3 mois et toutes les semaines, tu as 2-3 heures de vidéos à regarder, donc sous format 15-20 minutes, mais c'est long quoi. Et tu vois, et le boom des MOOC, moi, je trouve que ça correspond à une ère avant Teams, avant Slack, avant les notifications, un temps plus long. Tu n'avais que ta boîte mail. Aujourd'hui, tu n'as plus que ta boîte mail. Tu as des visios toute la journée, tu as des notifications non-stop. Plus personne peut s'engager. Enfin, moi, j'adore les formats longs, mais j'y arrive pas. C'est pas possible. C'est pas compatible avec mon rythme aujourd'hui. D'accord. Donc plutôt du court. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à des phénomènes générationnels, type réseaux sociaux, etc., où on consomme rapidement? Et est-ce que ça a amené ce changement? C'est intéressant. Je pensais vraiment, parce que du coup, tu vois, on a fait beaucoup d'études sur nos apprenants et je pensais que c'était quelque chose très Gen Z, très millennial, ce côté un peu TikTok génération. Et au final, on s'aperçoit que aussi les plus de 50 ans sont en recherche de contenu de plus en plus court. Alors, pas forcément les mêmes modalités, c'est intéressant. Les Gen Z sont très vidéo. Du coup, sur les plus de 50 ans, nos ressources très consultées sont les articles et les podcasts. C'est pas forcément les mêmes modalités, tu vois, mais on reste sur des contenus quand même assez courts de façon générale. Ok, c'est peut-être lié aussi au fait, et tu l'as dit toi-même pour toi-même, c'est le temps que l'on a. Enfin, le truc qu'on a tous, c'est 24 heures dans une journée. On n'a pas plus, pas moins. Et après, on a pas mal de sujets, tous les uns les autres. Donc, trouver du temps pour se former, c'est terrible. C'est terrible. C'est complexe. Tu vas sur les formations langues ou pas? Est-ce que c'est un sujet? Pas du tout. D'accord, vous n'allez pas du tout sur ce terrain de jeu. Écoute, c'est marrant que tu m'en parles parce que vraiment, chaque année, c'est un peu la marotte qui revient. Mais alors, en fait, ma question n'était pas assez précise, Béatrice. Tu vois, je pensais aux sujets, par exemple, les sujets que tu as abordés. Je prends le handicap ou la RSE, par exemple. Est-ce que vous les délivrez en français à des Français? Ou est-ce que vous dites, tiens, on va les délivrer aussi en anglais à des Français pour en même temps travailler sa langue anglaise, augmenter son vocabulaire professionnel, etc. Est-ce qu'il y a ce double enjeu, en fait? Je l'avais pas envisagé comme ça. Ce qu'on a fait dès le début, c'était de se dire, OK, elles seront de facto en français et on va les refaire en anglais avec un native speaker. Et ensuite, on les a déclinés. Tu vois, les best-sellers sont parfois dans 20 langues parce qu'elles sont... ah oui, quand même. Ça va du roumain, l'indonésien, tchèque, quand tu as des gros blockbusters, mais ça dépend des demandes. Mais j'avais pas pensé dans ce sens-là. Forme-toi des langues en suivant des formations en bulgare. Parce que tu vois, c'est vrai. Moi j'étais RH dans des grands groupes, les formations langues que l'on avait, c'était assez boring, tu vois. On avait des gens qui nous appelaient, etc. Mais ils parlaient de sujets divers et variés, mais qui n'étaient pas inintéressants, mais qui n'étaient pas concrets par rapport à mon vécu. Comprends. Et en termes d'organisation du temps et d'optimisation du temps, mais je me dis, mais si je peux en même temps me former à un sujet type le handicap en entreprise et en même temps en anglais, je vais réfléchir. Je fais d'une pierre deux coups, quoi. Donc... Très sympa comme idée. Ah ouais, ok. Bon, je prends 20%. Je retiens. Je te tiens au jus. Est-ce que, tu vois, quand j'ai fait l'intro, quand j'ai écrit l'intro, j'ai voulu parler de Netflix parce que c'était mon ressenti. J'ai envie de penser que l'apprentissage, c'est un peu comme une série Netflix aujourd'hui, qui a un début, une fin, et puis des événements avec des cliffhangers qui te font voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez un peu dans cet état d'esprit avec... dans la suite de construction d'un programme pédagogique, ça ressemble à une série Netflix sur tel ou tel domaine, pour que on a envie d'aller au bout, quoi. On a envie d'aller jusqu'au dernier épisode, quoi, en fait. Complètement. Moi, j'aime beaucoup le style graphique déjà de Netflix, donc on a tout de suite une identité très noire, tu vois. J'adore ce style-là, un peu comme les plateformes de streaming type Spotify. Et j'aime ces notions justement de créer de la peur, de l'excitation, du rebond.
Donc pour moi, ça doit se ressentir dans la narration, tu vois, et la construction de tes formations, et aussi dans l'identité graphique, tu vois. Je suis complètement en phase. C'est super important, qu'on a envie de binger, le en fait. storytelling, De exactement. la même manière que Exactement. c'est quoi l'épisode d'après, quoi. Tout à fait. Parce que c'est ça le plus difficile, c'est de... Tu parlais de taux de complétion, donc j'ai mis le taux de complétion de... J'ai suivi les 20 minutes. Je commence et je finis. Mais par contre, il y a aussi le taux de complétion global de la formation que tes clients doivent regarder, j'imagine. Exactement. Ah, mais c'est un KPI clé, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé cette architecture, parce que c'est dur de trouver une bonne recette, tu vois. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé quelque chose de très chouette. Mais il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut constamment, tu vois, analyser la data qui te dit, OK, à quelle étape tu as un drop d'engagement et comment tu repenses cette étape. Tu vois, une des grandes forces de Netflix, ça a été finalement leurs algorithmes, en fait, de suggestions, de recommandations. On n'a pas encore l'armée de data scientists, je vais être honnête. Mais en tout cas, on fait très attention à justement la consistance de nos parcours, le drop, l'engagement, la continuité, c'est clé. OK. Et avec effectivement des quiz pour valider les acquis. Exactement, systématiquement. Ça reste, tu vois, quelque chose qu'on n'a jamais réinventé. Le quiz, franchement, tout le monde en veut. Ça n'a pas changé ça. Non, et tout le monde veut, tu vois, son certificat, même s'il est honorifique plus qu'autre chose à la fin, ça fait plaisir. Je pense que c'est très la culture bonne élève française, tu vois, mais tout le monde veut à la fin un petit papier qui dit que tu as réussi et tu es content. Un petit label. Qu'est-ce qu'on donnait à l'école? Tu sais, c'était la bonne... tu sais, à l'école, on donnait des petits... Il n'y a pas des pins, tu sais, des vignettes, quoi. Des vignettes à la fin, exactement, c'est ça. Non, il n'y a plus ça à l'école maintenant. Ça fait longtemps. Donc, bon, alors l'IA. Alors, j'imagine que vous formez à l'IA. Oui, la base. Ça, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette tendance. On est dedans. Voilà, donc mais là, je suis pas très inquiet. Mais par contre, est-ce que vous utilisez l'IA aujourd'hui dans Kokoroé, dans les programmes pédagogiques, et comment? Qu'est-ce que vous faites, en fait, concrètement? C'est vraiment clé. Tu vois, je vois une évolution de nos métiers, où avant, on était sur des métiers vraiment très rédactionnels, et où la conception pédagogique, la construction modalité était importante. Mais aujourd'hui, en fait, il faut qu'on fasse une veille technologique. Tu vois, on ne peut pas faire oublier une veille IA. Et du coup, dans notre équipe Kokoroé, on faisait déjà une veille, tu vois, mensuelle pédagogique. Mais dans cette veille, tu vois, maintenant, on parle, je sais pas, 75% que de nouveaux outils IA qu'on teste. Donc déjà, la première chose, c'est de bêta-tester continuellement. Moi, j'ai des listes d'outils, que ce soit génération de vidéos, textes, podcasts, sons, objectifs PEDA, PowerPoint, PDF, infographie, tous les cas d'usage, tu vois. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je teste. Si c'est quelque chose d'un peu plus long, je partage avec mon équipe, tu vois. Mais on est vraiment dans cette logique d'exploration continue. Tu vois, ça, c'est la base. Ensuite, tu vois, il y a une notion de se dire pour quel type d'usage. Donc là, tu vois, dès lors qu'une modalité, un outil est jugé intéressant, on va tout de suite le mettre en application sur Kokoroé, tu vois. Ça peut être parfois pour générer des quiz intéressants grâce à un bon générateur de quiz. Ça peut être parfois pour générer des images parce qu'on cherche à avoir une patte Kokoroé et on a trouvé une façon d'avoir un petit agent avec des bons prompts qui peut te générer des bons outputs. Et ensuite, en sous-jacent, je pense que toute équipe pédagogique doit aussi se poser sa question de son rapport à l'IA et l'éthique. Ça peut paraître un peu béni oui, tu vois. Moi, je suis un peu passée dans une phase aussi très naïve et très euphorique, tu vois, sur ces sujets où j'étais vraiment, je testais tout et je disais tout le temps, ça va être la révolution, soyez prêts. Et je reviens un petit peu plus de rationalité et ça m'interroge sur les usages. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, quelles limites on se fixe, comment on le fait, tu vois. Et je pense que c'est intéressant en tant qu'équipe péda de se dire, OK, pourquoi tu utilises l'IA? En quoi ça te fait gagner du temps? Qu'est-ce que ça ne remplace pas aussi dans ton travail, tu vois? Je pense que c'est nous qui faisons les prompts, tu vois? Donc c'est nous qui commandons les IA, c'est nous qui en faisons en sorte que les outputs soient intéressants. Donc je pense que ça ne menace pas, tu vois, le rôle d'ingénieur péda. Oui. Par contre... Oui, ça pourrait être l'interrogation de tes équipes en disant « Waouh, mon job... » Je pense que, tu vois, on s'est tous questionnés, tu vois, et on s'est dit « Ok, qu'est-ce que ça change à nos pratiques ?» Et en fait, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup la main sur ça. Par contre, ça nous fait gagner un temps fou. Tu vois, une traduction avant pouvait te prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, elle peut être instantanée, soumise à nos lectures, tu vois, humaines. Mais ça, tu gagnes beaucoup de temps. Ça te donne plus de temps pour... Moi, je considère que le temps que ça me donne, c'est un temps que je dois consacrer à plus d'innovation pédagogique. En fait, je pense que demain, tu vois, en content, le marché va baisser en qualité parce que tout le monde pourra faire du content. D'accord. Et que ça va être quelque chose finalement assez low cost. Donc, si tu veux vraiment sortir, tu vois, ta tête du panier, il va falloir que tu proposes quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça, des prompts bêtes et méchants avec des GPT utilisés par tout le monde, c'est pas ça qui t'aidera à faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, il faut être le meilleur des meilleurs, quoi.
Ouais, ça peut même être offshore si on veut, à un moment. Complètement. Donc, il faut vraiment se différencier sur. Il faut se différencier par la qualité. Ouais. Tu vois. Sinon, finalement, aujourd'hui, nous-mêmes, dans notre plateforme, on a créé un outil auteur qui te permet, grâce à l'IA, de générer des formations Kokoroé. Ok. On a cherché à disrupter nous-mêmes. Tu vois. D'accord, On s'est dit, ok. OK, pourquoi inventons quelque chose qui pourrait nous tuer? Et là, qui va servir à tes clients pour ses propres Exactement. formations internes, par Exactement. exemple. Ok. Exactement. Tu vois. Donc, ils peuvent créer des formations Kokoroé en 5-10 minutes. Tu vois. Ah oui, c'est rapide. Super rapide. D'accord. Après, si tu veux avoir l'aide de Kokoroé, Oui. avoir l'intelligence pour construire un super parcours qui va t'aider, tu as besoin d'un ingénieur pédagogique Kokoroé, tu vois. Mais je pense qu'on aura toujours besoin, alors je suis peut-être un peu naïve, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'humains pour orienter et innover. Ok. Alors, il y a un sujet, moi, sur la formation, dont j'entends parler depuis très longtemps, pour le coup, c'est la réalité augmentée. Mhm. C'est un sujet pour vous? Est-ce que c'est... Moi, j'adore ce sujet. Parce que ça fait longtemps dont on parlait de ce sujet. Non, mais c'est vrai. Et tu as des boîtes très chouettes qui ont tenté l'expérience. Moi, j'aurais adoré, mais écoute, j'avais abordé ce sujet il y a 7 ans en disant, ah, tiens, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Et ce qui m'a vraiment freiné, c'était les coûts de production dans les débuts. Ouais. Tu vois. Et quand tu te lances... D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui n'étaient pas super rentables. Exactement. Il fallait avoir beaucoup de clients pour commencer à gagner un peu d'argent. Exactement. Et tu vois, aujourd'hui, sur le marché français, il y a très peu de boîtes qui ont réussi à survivre à la vague. Tu en as une ou deux que j'ai en tête. D'accord. Qui sont encore là et qui sont rentables. Je crois beaucoup au cas d'usage, notamment dans des métiers d'industrie, de métiers où il y a du geste, tu vois, parce que c'est très bien, ça te permet de simuler des choses. Mais attention, gros, très cash consuming, quoi. Ok. Et à contrario, tu en as parlé, sujet que je trouve plus récent dans le monde de la formation, c'est le podcast. Ouais. Tous les deux, on a nos propres podcasts. Vous utilisez le format podcast dans vos formations. Pourquoi vous avez fait ce choix, en fait? Alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait de temps court, de temps long, de différentes modalités. Je crois que le podcast, moi, c'est une modalité que j'adore parce que déjà, elle permet de faire ce que j'adore faire. Moi, c'est du multitasking. J'ai beaucoup de mal. Là, je te regarde, donc je suis concentrée et je fais qu'une chose à la fois, mais je suis quelqu'un qui fait en général beaucoup de choses à la fois. D'accord. J'arrive pas à tenir vraiment en place, concentrée sur quelque chose pendant longtemps. Donc, j'ai besoin de faire plusieurs choses et le podcast te permet d'écouter et de faire autre chose. Donc, ça, je pense que c'est une modalité qui peut marcher pour certains styles, tu vois, d'apprentissage. C'est un podcast, le podcast, je trouve que c'est un format qui se prête beaucoup à la narration, c'est très immersif. Tu es là, tu écoutes, tu es porté par une voix qui te raconte une histoire ou qui te fait découvrir quelqu'un. C'est magnifique, moi, je trouve, le podcast, tu vois. Et après, ça prend du temps, c'est un format qui est exigeant, mais je suis très fan, moi. D'accord. Et vous ne faites pas des formations qui sont 100% en podcast? Non. Mais vous allez inclure de l'audio dans un certain nombre de formations? Il y a des grandes thématiques, tu vois, sur lesquelles on a voulu monter carrément des saisons de podcast. C'est le cas pour la transfo digitale, c'est le cas pour les soft skills, c'est le cas pour l'IA, où tu vois, j'ai voulu faire 3 saisons thématiques avec, par exemple, sur les soft skills, on allait aussi bien interviewer un alpiniste, un docteur urgentiste, un champion d'escrime. Et je trouve ça génial de pouvoir dire, tu as un patchwork, tu vois, de différentes personnalités. Mais c'est plus, tu vois, sur des gros enjeux thématiques où on se dit, ah tiens, ok, là, celle-ci, on va l'aborder en format podcast. Mais c'est pas systématique, tu vois. Ok. Alors, j'ai pas mal de questions. Je me suis perdu dans mes questions, je suis un peu navré. Mais c'est pas grave, on va retrouver. Oui. Je vais penser un peu de monde de travail de demain, d'aujourd'hui. C'est toujours compliqué de savoir ce qui est vraiment le future of work ou le present of work. C'est toujours un peu difficile. Comment est-ce que vous arrivez à combler les écarts de compétences des collaborateurs de vos clients? C'est-à-dire que concrètement, vos clients, ils sont abonnés à Kokoroé ou ils achètent sur étagère telle ou telle formation. Mais les collaborateurs de vos clients, leurs compétences, elles bougent, leur business de clients, il bouge, etc. Comment vous arrivez à combler l'écart et comment est-ce que vous faites pour toujours être à jour des formations Tout à fait. qui vont servir à l'emploi de demain de vos clients? C'est une très bonne question. Nous, on y répond de 2 façons. D'abord, quand tu arrives sur la plateforme Kokoroé, tu vas avoir un self-assessment où tu vas t'auto-déclarer, tu as tes compétences. Et en fonction, du coup, on va générer un radius, tu vois, qui va te dire, ah tiens, sur cette zone-là, t'es bien, sur cette zone-là, t'es pas très bien. Mais sur les compétences d'aujourd'hui? Sur les compétences d'aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est la première réponse. Ouais. Et ensuite, avec certains partenaires, on peut s'APIfier. Et ces partenaires vont apporter, tu vois, la gestion dynamique du référentiel de compétences. Et on va pouvoir, en fonction du référentiel et en fonction des compétences déclarées en temps réel et par le passé du collaborateur, te pousser les bonnes formations qui vont bien, tu vois. Donc on a ces 2 réponses. Ok.
Aujourd'hui, si on revient sur toi en tant que co-dirigeante, si tu avais à refaire Kokoroe, qu'est-ce que tu ferais différemment? Voilà, bonne question. Écoute, je crois que j'ai beaucoup aimé me lancer à 30 ans, parce que je pense que c'est un âge où tout est possible, donc ça, je referais pas. Parfois, non mais, enfin, je referais pas différemment. Tu vois, je trouve que c'était un âge où j'avais une vraie liberté et où c'était possible. Je choisirais définitivement les mêmes associés, parce que c'est extraordinaire. Je pense que je me ferais accompagner plus tôt sur des sujets métiers, d'expertise. Parfois, tu vois, tu veux tout apprendre tout de suite et tu veux mettre les mains dans le cambouis, mais tu mets un peu plus de temps. Alors que parfois, on gagne à faire, tu vois, appel à des experts qui viennent te former sur grosse marketing, sur le produit. Tu vois, là, on est une trentaine de collaborateurs et on a recruté notre VP Product seulement l'année dernière. Tu vois. D'accord, ok. Et je vois à quel point c'est extraordinaire et à quel point ça apporte en vitesse. Et je me dis, parfois, c'est vrai que l'expertise, c'est quelque chose qui coûte cher, que tu peux pas te permettre dans les débuts quand tu montes ta boîte. Mais je me rends compte aujourd'hui à quel point ça fait gagner beaucoup de temps. Et maintenant, j'accepte de me faire mentorer. Tu vois, par exemple, sur le sujet du marketing, avec Patrice Barbezier, qui avait son podcast Follow Time, qui me coach sur ce sujet. Et souvent, les coordonnées sont les moins bien chaussées. Tu vois, tu lances ta boîte qui est dans la formation, mais tu vas pas toi-même prendre le temps de te former. Et ça, je le ferais plus tôt. Tu vois, faire appel à des experts qui me font gagner beaucoup de temps. Tu vois. Mais pas forcément recruter des experts dans un premier temps, parce que tu n'as pas forcément le cash. Non, parce que tu n'as pas forcément le cash. Et puis ensuite, tout dépend de tes besoins. Tu vois, la VP Product, ça fait clairement du sens de l'avoir in-house chez toi. Par contre, te faire coacher sur des vrais sujets, parfois le fait d'avoir un œil externe à la boîte, qui t'apporte justement un regard différent et qui vient t'apporter du bench, c'est génial. Donc je pense qu'il faut trouver la bonne formule en fonction des sujets. Mais ça, je pense que tu vois, si c'était à refaire, je referais différemment. Je me ferais former plus tôt. Ok. Et comment tu gères, toi, la pression liée à la croissance d'une start-up, une belle start-up comme Kokoroe? Écoute. Ou t'en as pas, en fait? Tu arrives à le gérer? Alors vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que tu vois, quand tu montes ta boîte à 3, tu es globalement assez tranquille. Tu vois, tu as le stress des impayés, vivre, tu vois, tout simplement au quotidien, boucler la fin de mois. Mais c'est un stress que tu as pour toi. Et quand tu franchis certains caps, 10, 20, 30, là, le stress, c'est celui de gérer une boîte. Tu as toujours un œil rivé sur la trésor, focus sur tes clients, des bugs tech qui peuvent arriver. Et là, tu as une avalanche, tu vois, de choses. Moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont aidé. Un, je pense que le fait de ne pas avoir de VC à ma table, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas de fonds d'investissement. D'accord. Tu as fait des levées de fonds? J'ai une levée de fonds et j'ai à mon capital des business angels. Tu vois, donc ce qui n'est pas pareil. Et c'est des personnalités plutôt profil entrepreneurial ou super startup friendly, tu vois, comme Xavier Niel, ce genre de personnalités. C'est des gens qui ne vont pas te mettre une pression malsaine, c'est très bienveillant, c'est très positif, tu vois. Donc j'ai pas, tu vois, quelqu'un qui va me demander tous les trimestres 40 Excel de reporting et qui ne comprend rien à mon business. Je suis un peu tough, tu vois, sur ce sujet. Mais la pression, c'est moi qui me la mets. Nous, on va chercher entre 20 et 30% de croissance chaque année. C'est nous qui l'avons décidé comme ça. Et on est rentable, tu vois. Okay. Et ça, c'est notre focus. C'est une belle croissance et en même temps, dans le monde de la startup tech, il y a des gens qui font beaucoup plus. Attends, il y a des gens qui font plus 100% de croissance, qui vont te prendre 100 personnes chaque année. Moi, c'est pas du tout. Mais qui ne sont pas forcément rentables non plus. Hein, donc et qui peuvent se cracher en l'espace de 2-3 ans. Il faut faire attention. Donc moi, tu vois, on est là pour construire une réussite dans la durée. Tu vois, donc on a choisi ce chemin. Ce qui n'est pas forcément le chemin des sirènes, des paillettes et du glamour. Tu vois. Mais je crois à la rentabilité. Moi, c'est mon passif bancaire. Je crois à l'EBITDA. Donc c'est ça. Donc première chose, ne pas avoir, tu vois, un fonds d'investissement, ça te laisse un temps long, tu vois. Deuxième chose, avoir monté ta boîte avec des amis qui sont aujourd'hui ma famille, hein, tu vois. Ça change beaucoup de choses parce que du coup, tu te fais confiance. T'es 3, donc ta charge mentale, elle est répartie. Je porte pas tout. Dieu merci aujourd'hui. Vous êtes 3, on est 3, tu vois. 3 associés. Raph et Elise, tu vois. Et du coup, il n'y en a pas une qui coule. Et si on a une à un moment qui est pas bien, on s'en parle, tu vois, on se fait un déj et on se dit, OK, qu'est-ce qui va pas, et on veut que ça change. C'est insupportable pour l'une ou pour l'autre de voir qu'il y en a une qui est pas bien. Donc, tu vois, on s'est jamais dit, c'est la croissance au prix de la santé. Donc ça, tu vois, c'est quand même génial. Mais dans une boîte où tu as, entre nous 3, tu vois, une très forte solidarité, une bienveillance, et où tu te dis, non, mais là, je suis avec des gens qui m'aiment, qui sont bien, qui sont bienveillants, et du coup, ça te porte. Et troisième dernière chose, c'est le fait d'avoir, je pense, un équilibre mental basé sur des passions qui sont différentes de ton travail. C'est très dur parce que moi, je suis très passionnée par mon travail. Donc, mon travail a tendance à dévorer ma vie. Mais j'adore le sport, j'aime beaucoup courir.
Donc ça, c'est quelque chose qui a pris de la place. J'aime beaucoup lire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui prend de la place. Et ça te permet de redescendre le soir. Parce que sinon, tu deviens fou. Ok. Et femmes entrepreneurs dans la tech, c'est rare. 3 femmes entrepreneurs dans la tech, c'est encore plus rare. Je trouve. Et c'est très chouette. Et franchement, c'est chouette. Quel conseil tu donnerais là, il y a des DRH qui nous écoutent, des hommes, mais aussi des femmes qui auraient peut-être envie d'entreprendre. Alors, peut-être pas forcément dans la tech, mais d'entreprendre tout court. Quel conseil tu donnerais à une femme qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, en 2025 ? Écoute, souvent, je vois des femmes qui se posent beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de très féminin ou pas, hein, mais très syndrome de l'imposteur. Ah, je ne sais pas si j'y vais, etc. Et je vois des copains entrepreneurs qui, à côté, se lancent avec un BP bancal et ils deviennent licornes. Enfin, sur le papier, hein, ils sont licornes en 18 mois, tu vois. Sur le papier, ouais. Et je vois, voilà. Et je vois le DAS différent, donc je serais vraiment en mode oser. Je pense qu'il faut le faire. Moi, je n'étais pas un profil pour devenir solo entrepreneur. Tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se lancent seuls, mais ça n'aurait pas été mon cas, tu vois. Je l'ai fait avec des gens que j'aime. Donc, si on a peur, allez, il faut y aller à plusieurs, tu vois, avec des gens qu'on aime et qui on a confiance. Et ne pas trop réfléchir. Je sais on a tendance à beaucoup vouloir réfléchir, mais au contraire, il ne faut pas trop réfléchir. Parfois, je vois des gens qui se prennent la tête, je te dis, sur des Excel, des PowerPoint, alors logo, alors que rien n'est prêt, rien n'est lancé, et tu te dis, non, mais oublie tout ça. Va rencontrer tes clients, fais une première maquette, fais un proto, même bancal, mais vas-y, quoi. Et t'apprends sur le terrain. Moi, j'ai vraiment appris un métier sur le terrain en prenant des vents, en allant voir mes clients. Je pense que dans le monde du service, en plus, c'est plus facile. Quand tu rachètes une usine, bon, ok, c'est dur. Pour écrire une usine, c'est un peu c'est vrai, t'as raison. C'est plus compliqué, mais je pense qu'il faut oser se lancer. Complètement. Et puis, le BP, au pire, c'est pour le banquier à la fin. Si tu as Exactement. besoin d'un prêt, il va te demander un BP, ça lui fait plaisir. ça. Donc, il va falloir que tu le fasses. C'est ça. Mais en soi, on s'en fout. Voilà, ce qui est important, c'est par contre d'écouter, de comprendre et d'oser te lancer et puis de changer. Parce que j'imagine que Cocoré, entre le premier jour et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Complètement changé. On a pivoté entre-temps, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est classique, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment la trajectoire d'une start-up. Tu pars avec une idée qui va évoluer en chemin, au contact de tes clients. Donc, il ne faut pas être amoureux de son idée. Ça, c'est aussi une tentation. C'est d'être très fermement convaincu. Il faut savoir écouter les signaux de marché, se remettre en question. Parfois, il faut savoir enterrer son idée de départ pour justement évoluer et répondre à un vrai besoin. Ok. Alors, où tu vois Cocoré dans 10 ans ? Un empire. Minus et Cortex. Écoute, j'aimerais vraiment, tu vois... Qu'est-ce qui te ferait... C'est quoi ton rêve, toi, dans 10 ans ? Faire grossir ma start-up, avoir une présence internationale. Aujourd'hui, tu vois, je suis présente à l'international via nos clients. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, un Danone me déploie dans 60 pays mes formations, tu vois. Mais j'aimerais avoir un footprint, une empreinte plus grande dans certaines zones, les US, attaquer l'Angleterre. Donc, les marchés internationaux me font vraiment envie, tu vois. Et puis, c'est quelque chose d'excitant, tu vois, se dire... OK, on se lance. J'aimerais avoir développé plus de briques tech. J'adore la plateforme qu'on a. Et j'ai fait une nouvelle fonctionnalité. Je vois des nouveaux usages avec les IA-Gen. Donc, une suite de plus en plus complète. Tu vois. Alors, et une autre question, c'est comment tu vois dans 10 ans une entreprise apprenante ? Tes clients, tu les vois comment dans 10 ans, en fait ? Comment tu les vois apprendre ? Écoute, j'ai pas mal de boîtes en tête qui font vraiment des choses déjà géniales, tu vois. Et celle qui me bluffe le plus, donc ça m'inspire, tu vois, je me projette un peu sur elle, parce que je me dis, waouh, c'est celle qui ouvre les vannes, tu vois, et qui disent, OK, demain, mon collaborateur, il peut se former librement, et il a accès à une offre d'apprentissage super large, que ce soit, of course, digital learning, mais pas que, des moments de peer-to-peer learning, quand il le veut, entre pairs, il peut se former via du mentorat, il peut monter une classe virtuelle quand il le souhaite. C'est des gens qui ont quand même lâché prise. Tu vois, ils sont plus dans le command and control, ils sont au contraire ils sont plus dans le budget formation. Et puis Jean-Jacques, il faut faire ton plan de formation un an avant, et malheureusement il est quasi obsolète quand tu commences à le déployer. Exactement. Tu n'as plus cette logique mandatory, tu as plutôt cette logique finalement où je lâche prise et très fluide, c'est-à-dire de la formation mais intégrée dans ce qu'on appelle le flow of work. Tu vois, dans mon quotidien, en fonction de mes préoccupations, mes enjeux, mes objectifs, j'ai la formation qui arrive au bon moment, dans la modalité qui me correspond, qui me permet d'atteindre mes objectifs. Et je pense que tu vois, si dans 10 ans, la formation est devenue un partenaire, tu vois, business, qui t'aide aussi bien à atteindre tes objectifs, qui t'aide dans ton développement aussi perso, là, on aura gagné le jeu, quoi. Je dis l'écosystème, on aura tous gagné le jeu. Mais en tout cas, là, c'est une conviction perso. Et alors, tu vas me dire oui, parce que c'est ton business, mais au-delà de ça, je suis convaincu qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut se battre dans un environnement économique, géopolitique difficile, et qui va rester difficile pendant de nombreuses années,
il faut accompagner ces collabs à se former, à s'auto-former, à avoir du temps, T'as raison. à aller à des événements, Complètement. à écouter des podcasts, à Complètement. regarder des vidéos. Enfin, je pense que ça Ouais. faut pas attendre que d'avoir un plan de formation qui est tout Complètement. structuré, qui est tout beau, tout propre, et puis après le déployer. Enfin, je pense que ça, c'est difficile aujourd'hui. Mais il y a encore T'as beaucoup raison. d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Moi, j'en entends encore beaucoup qui ont un plan de formation classique, en fait. Ouais, et c'est dommage parce que comme tu dis, tu parlais du contexte, ce contexte économique est dur aujourd'hui. Tu vois. Les boîtes ont des plans sociaux, il y a des réductions de coûts, il y a des réorganisations constantes, il y a des recherches de nouveaux business models. Et un des leviers qui fait du bien, c'est bête, mais c'est se développer. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral, on grandit. Donc je pense que c'est des leviers, en plus, qui sont souvent très financés par des OPCO ou autres, qu'il faut utiliser parce que ça fait du bien, en fait. Et on en a tous besoin, en fait, de se sentir bien dans son boulot, bien dans son moral, prendre confiance en soi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais raconté à un micro, une courte anecdote? Alors toi qui est passé sur pas mal de podcasts, qui a ton propre podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as encore jamais dit à un micro? Je réfléchis, écoute. Qui t'est arrivé avec un client, un candidat, un collab, un prospect? Oui, je pense j'ai réfléchi, j'avais une ou deux anecdotes. Il y en a une, je pense que je l'ai dit il y a 10 ans, donc c'était il y a 10 ans. Mais donc, bon, il y en a une ou deux. Il y a deux anecdotes qui sont venues à l'esprit. La première, je te la raconte, c'est le jour où on a voulu se lancer. On avait du coup, c'était dans les mois qui ont suivi, on avait juste un PowerPoint. Et c'était peut-être mon côté un peu communicante. Je m'étais dit, OK, il faut qu'on gagne un concours. OK. Il me faut un label qualité. On n'avait pas intégré, tu vois, encore un accélérateur ou autre. Et on cherchait à lever des fonds. Et j'ai trouvé le seul concours qui acceptait les startups sans startup, tu vois. Il n'y avait pas de produit. C'était un concours qui était organisé par le Syntec du numérique. Oui. Ils avaient une catégorie prix du public qui était un peu vraiment le coup de cœur. La catégorie coup de cœur, qu'on dit gentiment, voilà. Pour les canards boiteux. Tu vois. On ne sait pas quoi en faire, donc on va les remercier quand même. Et en fait, je me souviens de ce concours. On était vraiment. Du coup, il fallait mobiliser tout ton réseau et faire voter un maximum de gens. Ah oui. Et donc, du coup, tu vois, c'était vraiment un concours plus à l'applaudimètre. Oui, je vois le genre. Ouais. Mais du coup, on avait secoué tout notre réseau de l'époque, donc de copains en banque, en conseil, en avocat. Et on avait réussi du coup à l'applaudimètre et on reçoit du coup un mail du Syntec. Il me dit venez à la soirée de prix. Et on s'est retrouvés sur scène à l'époque. Écoute, c'est une image qui m'a vachement marquée parce que du coup, on avait 30 ans. Élise était enceinte à son 8e mois. Donc elle allait accoucher, tu vois, un mois après. Et on s'est retrouvés sur scène. À l'époque, c'était Alice Zaguri qui était la fondatrice de The Family. Alexandre Malch qui était le fondateur de Melty. Guy Maoumani qui était du coup du Syntec et qui nous ont remis le prix, tu vois. Et je me souviens de ce moment, c'était un souvenir incroyable, tu vois, voilà. Et le fait de me souvenir de ce prix, Élise qui était enceinte, nous à 30 ans, notre premier concours. À la fin, dans le public, au premier rang, t'as un bonhomme qui est venu nous voir, qui s'appelait Nicolas Coudière, qui dirigeait le premier incubateur de Microsoft, qui nous a dit, bon les filles, on se voit là, vous avez votre place dans la première promotion de l'incubateur Microsoft. Plus qu'un concours... Et ça a été incroyable. Ça a changé votre vie, quand même. Ça a changé notre vie. Ouais. Une fois c'était comme si ensuite, arrivé à Microsoft, on découvrait l'école d'entrepreneuriat. Et ça a été un tournant magique, quoi. Comme quoi, le concours qui, à la base... a été un concours un peu bling-bling, a débouché sur un truc extraordinaire, tu vois. Ah, c'est très, très chouette. OK. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Toi qui connais énormément de monde. Si tu avais, tu vois, même parmi tes anciens invités, un ou deux, tu me recommanderais, tu dis, tiens, ça, c'est des personnes qui pourraient effectivement inspirer d'autres RH et à changer un peu leur comportement. Il y en a plein, je ne vais pas faire de jaloux. Écoute, je vais te donner plusieurs idées. En DRH, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clément de Villepin, qui est le DRH de Thales, qui n'est pas passé sur mon podcast, mais qui est très actif sur le thème de l'entreprise apprenante, et qui a toute une vision qui décline au sein de Thales, qui a un monde avec une expertise de pointe, pour défendre une souveraineté française dans le domaine de la défense, et qui a justement créé des moments de peer-to-peer learning, tu vois, très chouette, qui s'appellent les Learning Moments, qui sont très forts, qui a décliné toute une offre pédagogique qui est justement ultra multimodale. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Tu as aussi bien du mentorat, des plateformes d'auto-formation, du tutorat, de l'aide. Enfin, c'est très riche. Tu vois. Et donc, il a une vision qui est très structurée. Donc, lui me vient à l'esprit. Il y a également, alors je vais te citer deux noms, Pauline Kijman, qui est du coup la VP Learning de Kering, parce que je trouve qu'elle a une approche très chouette en matière de soft skills.
C'est quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse dans l'univers du luxe et qui a une très belle personnalité, très péchue en plus. Donc moi, j'avais gardé un super souvenir dans mon podcast avec elle. Et peut-être dans un autre style, je t'en ai parlé au début, c'est Patrick Benamar, qui est le VP Learning de Renault, que j'aime beaucoup, et qui est très cérébral et qui a beaucoup parlé de l'entreprise apprenante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis en place du coup chez Renault, moi je trouve un modèle d'apprentissage qui n'est pas uniquement pour ce qu'on appelle les white collars, même si j'aime pas le mot, les cols blancs, mais aussi pour les blue collars ou les direct workers, ils sont basés en ligne de production. Okay. Et c'est souvent, tu vois, les populations qui sont vraiment les plus mal chaussées dans le domaine du learning qu'on oublie. Parce qu'ils sont à part les formations obligatoires, voilà. Et lui, s'est préoccupé, tu vois, d'eux, pour mettre des iPads en bout des lignes de prod et créer des moments de formation. Et il en parle super bien. Ok, merci. Comment tu fais ta veille pro ? Écoute, j'adore la veille, donc c'est quelque chose que je fais. Tu disais que tu lisais beaucoup. Oui. Alors, est-ce que tu lis pour faire ta veille ou est-ce que tu lis pour t'évader ? Non, je lis pour m'évader. Le soir. D'accord. Okay. C'est mon rituel du soir où tous les soirs, je lis vraiment pour m'évader. Par contre, dans la journée, juste après ma pause déjeuner, je prends mon café devant mon ordi et là, je fais ma veille tous les jours. Ok. C'est plutôt à ce moment-là, toi ? Toujours. Ok. C'est ritualisé, c'est vraiment, tu sais qu'à 13h15, 13h30, je suis devant mon ordi, je fais ma veille. Et là, j'ai quelques super newsletters. Ok. C'est très newsletter, en fait, parce que j'adore. En fait, tu peux vraiment t'abonner à des newsletters vraiment écrites par des experts sur des sujets de pointe. Tu vois, sur la pédagogie, je vais avoir une newsletter comme Sidologie, qui est plutôt bien. Tu vois, Le Monde, je sais pas, du VC, j'en ai une autre qui est super. Enfin, j'ai en fait sur quelques, tu vois, segments super ciblés des newsletters très qualitatives. Ok. Donc, tu vois, j'aime beaucoup, par exemple, celle de Marie Dolé. Oui, bien sûr. Qui est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Enfin, bref, je ne vais pas faire de jaloux aussi, j'en ai plein. Et ça, c'est mon moment, tu vois, où je me prends 20 à 30 minutes. 30, c'est vraiment les bons jours, 20 minutes déjà tous les jours. D'accord. Mais par contre, tu essaies d'avoir ce rituel-là quand je ne peux pas m'en passer. Ah, ok. Je ne peux pas m'en passer. J'ai le FOMO, tu vois, j'ai forcément mes newsletters et je fais au moins 2 petits sauts rapides sur les Échos. J'aime beaucoup Charlie Perrault des Échos, qui c'est vraiment intéressante. Qui a vraiment un parti pris et, dans son éditorialisation de la rubrique Startup. Donc ça, je regarde. Madines un petit peu. Et Le Monde, c'est mon petit plaisir du soir. Donc ça, c'est un autre moment, c'est plus pour l'actu générale. Mais j'ai vraiment le FOMO. Moi, je suis terrible sur ça. J'ai besoin de faire ma veille. Ok. LinkedIn, t'es présente, t'es pas présente ? Si. LinkedIn, c'est génial pour suivre les actus des copains, pour suivre les actus du coup de l'écosystème, encourager du coup des entrepreneurs, suivre mes clients aussi. Donc, je fais un petit saut le matin à 9h et un petit saut rapide sur l'heure du déj. Ouais. Puis après, tu coupes. Et après, je coupe. Mais ils sont terribles. Attends, t'as tout le temps une notification en rouge à chaque fois. Tu peux passer ta journée. Tu peux passer ta vie à dire, ah ok, machin a vu ton profil. Non, attends, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'ai enlevé, tu vois, j'avais la petite extension Chrome. Donc, et je voyais le chiffre qui montait, 5. Je deviens fou. Et tu dis, je vais cliquer une nouvelle. Non, c'est bon, je l'ai enlevé parce que ce truc, c'était horrible en fait. Pareil. Et voilà. Mais pas. Du coup, si on veut te contacter, LinkedIn, tu réponds ? LinkedIn, ça marche. Alors, j'ai beaucoup de sollicitations commerciales, mais je réponds à tout ce qui n'est pas commercial. Je réponds toujours. D'accord. Donc, LinkedIn à fond. Ok. Ouais. Et si on veut te joindre, c'est plutôt ce canal-là ou tu privilégies LinkedIn complètement. Ok. Tout le temps et je réponds à chaque fois. Ok. Court, mais je réponds à chaque fois. Ouais, après, on est tous pareils. Et sollicitation commerciale, c'est un peu lourd sur LinkedIn. Moi, je vais jamais de sollicitation. Et on ne fait pas de sollicitation sur LinkedIn. Vous ne faites pas, vous ? Non, je ne veux pas. Okay. Je trouve que c'est horrible. Moi, j'ai tellement de partenaires qui me disent on n'en peut plus LinkedIn, on se fait harceler. C'est dur, quoi. Alors, parfois, ça peut être très, très bien fait. J'ai déjà eu 1 ou 2 personnes qui ont super bien fait les choses et ça dénote. Oui. Mais c'est dommage, ça représente 1% sur le millier de spam que je reçois, quoi. Je suis totalement en phase. Quand tu es CEO, co-founder d'une boîte, quand tu es DRH, c'est pareil. DRH, je pense que c'est pire. T'en reçois je pense que c'est la personnalité. Oui, qui se fait traquer, quoi. Je dis bêtises, mais les gens qui m'écoutent, mais vous êtes sursollicités, en fait. Cachez-vous. Voilà. Changez d'intitulé LinkedIn. Donc, écoute, Béatrice, un grand merci. Un grand merci pour ce temps, ton enthousiasme. Merci pour ton invitation. Et puis, je te dis à bientôt. Au plaisir de te recroiser. Merci, Florent. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!